Heureux sommes-nous de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Je rappelle que nous sommes avec l'honorable Louis Coupé-Medji, une émission dont la mise en onde est assurée par Gilles Elisounouvou. Je suis Laurent Botuedo à la présentation. Docteur Coupé-Medji, qu'on appelait hier, aujourd'hui député, comment on se sent dans la peau de cette nouvelle charge? Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité. En cela, je voudrais dire toute ma reconnaissance aux autorités de cette radio et à tout le personnel qui y travaille. Je voudrais ensuite saluer vos auditeurs et auditrices, les populations qui nous écoutent en ce moment, les populations de la 20e circonscription électorale et plus précisément de la commune d'Accro-Missirité. Je salue chacun en ses rangs, grades et qualités et tout protocole observé dit ma sincère gratitude à cette population-là. Ceci étant dit, je voudrais vous dire, en répondant à votre question, que c'est un sentiment de gratitude qui m'anime. D'abord, gratitude envers le Tout-Puissant, Dieu créateur donc du ciel et de la terre, sans qui rien n'est possible. C'est lui qui nous donne le vouloir et le pouvoir. Et je voudrais lui rendre grâce ce matin en ce jour dominical d'adoration et de célébration. Et profiter et dire mes salutations à tous ceux qui sont en train de jeûner en ce moment. Il s'agit donc des chrétiens comme musulmans. C'est l'expression de la foi et qui est fondamentale et essentielle en toute chose. Ensuite, mon sentiment en tant que député à l'Assemblée nationale, c'est un sentiment de gratitude envers les populations qui m'ont mandaté parce qu'il s'agit d'un mandat de représentation. Absolument. Et ces populations de la 20e circonscription électorale, notamment à Vancourt, à Accro-Missirité, Dangbo, à Djongo et Bonou, je voudrais dire à toutes ces populations qui m'ont fait confiance ma sincère reconnaissance et gratitude. Je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont accompagné à divers niveaux, les responsables du parti qui ont bien voulu me faire confiance en me positionnant sur la liste de candidature, parce que c'est la première étape avant d'aller vers les populations. Et enfin, tous ceux qui m'ont porté, je veux parler de l'équipe de campagne, je ne veux pas citer les noms ici ce matin, ils sont nombreux, femmes comme hommes, grands comme petits, et surtout les jeunes cadres d'Accro-Missirité et opérateurs économiques aussi, et toutes les professions des artisans qui ont bien voulu se joindre à moi et qui ont cru en notre parole, qui ont cru en notre sincérité et qui nous ont porté à accompagner. Je n'oublie pas vous, les hommes de la presse, des médias. J'ai eu une séance avec les animateurs en langue locale dans nos radios communautaires au niveau de la 20e circonscription électorale. On ne vous remercie jamais assez, mais je voudrais ce matin vous dire ma reconnaissance pour ce qui a été votre contribution remarquable à ma candidature. Enfin, je voudrais dire que c'est un sentiment de devoir et de responsabilité parce que ce mandat n'est pas un mandat pour se servir. C'est un mandat de serviteur. Nous sommes appelés à servir une population. Nous sommes désormais députés de la nation. Nous sommes appelés à défendre toutes les populations béninoises, auxquelles soient. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, sans fausse modestie, j'ai un regard particulier sur les populations de la 20e circonscription électorale, qui est mon fief électoral, et encore plus sur la commune d'Accro-Missirité. Justement, pendant les campagnes, nous avions appris beaucoup de choses, que Louis Coupé-Medji ne va pas siéger au Parlement, mais vous avez créé la surprise lors de la cérémonie d'installation avec cette note circulaire que le premier secrétaire parlementaire parlant du bureau d'âge a lu, qui annonce votre démission au niveau de votre ancien poste. Comment le choix a été fait finalement? Est-ce que ça a été facile pour vous de démissionner de là où vous étiez bien logé pour venir siéger au Parlement à cause de vos populations? Merci beaucoup, cher frère Laurent, pour cette question essentielle qui me donne l'occasion de préciser un certain nombre de choses en ce qui me concerne. Allez-y. Il va être souvent difficile de parler de moi-même. Je préfère tout laisser les autres en parler, c'est beaucoup plus élégant. Mais il y a des moments et des circonstances qui exigent que vous leviez un coin de voile sur votre personne parce qu'il n'y a que nous-mêmes pour mieux nous connaître. Absolument. Et ça me permet donc de préciser un certain nombre de valeurs qui sont les miennes. Et en cela, j'ai une profonde pensée pour mon feu père, alors Mathieu Coupé-Medji,
et maman Catherine Dagbessi Tsedagondi. C'est 2 personnes respectables et respectées qui ont eu la grâce de me donner vie. Pour l'éducation qu'elles ont eu à me donner. Et à partant d'elles, parlant de ces 2 personnalités, je veux parler de toutes les familles dont je suis originaire et aussi de notre clan. Je voudrais leur dire merci pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Et je voudrais également dire merci aux communautés religieuses auxquelles j'appartiens, qui ont contribué à former ma personnalité. Ceci étant dit, je suis quelqu'un qui se caractérise d'abord par un certain nombre de valeurs fondamentales qui sont les miennes. Je voudrais en citer juste 3. Oui, allez-y. La première valeur qui me caractérise, c'est la rigueur. La rigueur dans tout ce que je fais. La deuxième valeur, c'est l'intégrité. Et la troisième valeur, c'est l'excellence. Partout où ces 3 valeurs sont évoquées, je suis là. Et tout le reste du développement que j'aurai à faire avec vous ce matin aura comme repère ces 3 valeurs-là. Et ça vous permettra de comprendre peut-être un certain nombre de prises de position qui ont été les miennes ces derniers temps-ci ou pendant la campagne électorale. Alors, vous parlez du choix que j'ai eu à opérer. Je dois dire d'abord qu'en venant sur la scène politique, sur le terrain politique, cette décision a été d'abord une décision personnelle, longtemps mûrie, suffisamment mûrie. Certains ont découvert peut-être un petit matin que je suis candidat aux élections législatives et se sont posés la question de savoir depuis quand il est devenu politicien. Je dois dire la vérité que je suis sur le champ politique il y a bien longtemps avant. Et ce qui a été plus visible, c'est qu'il y a une dizaine d'années, notamment à l'occasion des élections présidentielles de 2016, j'ai pu représenter ici, à Accrom, c'était ici, un candidat à l'élection présidentielle. C'était déjà mes premières apparitions publiques sur la scène politique. Vous parlez de Aboulaye Biotchané pour ne pas le nommer. Exactement. Exactement. Et par la suite, j'ai toujours été en backup pour essayer donc de contribuer autant que je peux à ce que les choses avancent au plan politique dans notre commune. Un certain nombre de frères qui m'écoutent ce matin savent de quoi je parle. Et il y a même 3 ans, lors des élections législatives passées, j'étais très visible. Je suis sorti une fois encore de nombre pour porter la candidature de notre aîné, de notre papa, le maire Honoré, Michel. Je me rappelle de ce meeting que vous aviez organisé au CEG d'Anto. Exactement. Sur ce terrain, j'y étais. Voilà. Merci pour le témoignage. Les faits sont là, elles se voient. Parce que pour moi, l'engagement politique transcende nos modestes personnes. Et l'engagement politique doit viser l'intérêt général, l'intérêt du plus grand nombre. Et pour moi, il n'y a rien qui vaut plus que la commune qui m'a donné naissance, la commune d'Accrom. C'est une commune que j'aime beaucoup et à laquelle je suis très attaché. Donc, vous m'aviez vu sur le terrain il y a 3 ans. J'ai porté cette candidature du mieux que je peux. Malheureusement, nous n'avons pas eu des résultats espérés, mais Dieu connaît toutes choses. Et je saisis cette occasion ce matin pour dire ma reconnaissance et mes salutations respectueuses à toutes les autorités morales de notre commune, politico-administratives, et surtout aux aînés, ceux qui ont fait des pas en politique avant nous, parce que beaucoup ont défendu cette commune avant nous. Et c'est en les voyant faire, un modèle nous a incités et nous a encouragés à leur emboîter le pas et en mieux. Et donc, c'est partant donc de tous ces faits antérieurs qu'à un moment donné, j'ai hésité à me porter moi-même candidat. J'avais voulu soutenir la candidature d'autres frères, mais les choses ne se déroulant pas comme j'aurais souhaité, j'ai fini par un matin décider de dire mais pourquoi pas moi-même, pourquoi pas aller moi-même. Et c'est comme ça que je suis devenu candidat. Mais en me portant candidat, mais je l'ai déjà fait il y a 3 ans également. Ça, beaucoup ne savent pas. Okay. J'étais candidat à la candidature il y a 3 ans, au moment où le maire Honoré a été choisi. Okay. J'étais candidat à la candidature. J'ai déposé mon dossier au parti et on nous a dit non. Le meilleur d'entre nous, en ce moment-là, était notre papa. Okay. Donc, c'est comme ça que j'ai tué, moi, mes ambitions pour porter la candidature donc du maire Honoré. Cette fois-ci, j'ai réitéré mon engagement. Mais en faisant ce choix, je savais bien que je faisais un renoncement à des intérêts personnels importants. Parce que j'étais dans une fonction antérieure. Vous savez que je conjugue au passé maintenant parce que j'ai passé service régulièrement le lundi 16 février dernier à un autre. Et donc, je ne suis plus directeur général à la date d'aujourd'hui de la SOVAP. Mais j'ai été directeur général d'une importante société d'État. Voilà, je ne veux pas donner des chiffres ici ce matin. Et qui, modestement parlant, cette fonction, comme à tous ceux qui l'occupent,
me procure des intérêts personnels. J'ai un salaire, j'ai un certain nombre de conforts, j'ai un véhicule de fonction, j'ai un personnel à gérer, j'ai un budget à gérer, je prends des décisions. Et voilà, il fallait que je renonce à tout ce confort-là pour pouvoir me lancer dans le champ politique. Mais c'est un choix assumé, voulu assumer, de sorte que cela m'a posé aucun problème pour quitter cette fonction-là. C'est pourquoi je l'ai dit pendant toute la campagne électorale que je ne suis pas venu m'essayer. Je suis venu parce que je crois la chose. Je suis attaché au développement de notre commune et au développement de notre pays. Et donc, pour moi, aucun sacrifice ne peut être au-dessus, ne peut être grand à consentir. Et donc, quitter cette fonction-là pour désormais assumer mon mandat, celui que les populations ont confiance en me confiant, ne m'a posé aucun problème un seul instant. Croyez-moi, M. Laurent, je n'ai pas eu de la peine. La preuve, c'est que j'ai commencé déjà par préparer la transmission donc de cette fonction depuis longtemps. Mes collaborateurs l'ont su. Sauf que je ne peux pas venir le claironner sur le toit donc, du monde sans avoir eu l'accord de mes patrons, notamment le président de la République, le gouvernement et le ministre de la Santé notamment. Et donc voilà, pour faire court, parce que c'était important, parce que j'ai entendu beaucoup de choses pendant la campagne électorale. On m'a traité de quelqu'un qui est venu pour vendre la commune, que j'ai un gros salaire qui dépasse celui des députés. Absolument. Et que, voilà, comme par ailleurs, ma suppléante est d'une commune voisine, que je suis venu pour prendre le mandat ici et puis le vendre à la commune voisine. Je crois que en vous décrivant ce que je suis un peu tout à l'heure en parlant de mes valeurs, vous comprendrez que cela ne me ressemble pas. Oui, désormais vous siégez au Parlement. Est-ce que vous mesurez la tâche qui vous attend réellement pour les 7 prochaines années? J'avoue que je n'ai pas fini de découvrir cette tâche parce que vous savez, partout ailleurs, on apprend. Il y a des codes. Absolument. D'accord. Constitutionnellement parlant, parce que je suis quelqu'un, je me cultive assez, je connais un tout petit peu notre constitution et je suis détenteur d'une licence en droit public par ailleurs, donc je m'intéresse aux questions concernant, aux questions constitutionnelles, le dispositif légal de notre pays et le cadre réglementaire et tout cela. À travers cela, je connais mon mandat. Le mandat d'un député n'est rien d'autre que de voter dans des lois, des textes de loi, de prendre l'initiative soi-même dans des propositions dans des lois, et puis de contrôler l'action du gouvernement. C'est en cela, c'est la synthèse un peu de notre mandat. Mais derrière ces 3 phrases se cachent vraiment de grands enjeux, des tâches hautement républicaines qui ne sont pas aussi des tâches aussi simples qu'on peut le croire. Et donc, j'estime modestement et avec humilité qu'il me faut également du temps pour m'intégrer, d'accord, dans cette nouvelle fonction. Il me faut du temps pour apprendre un peu donc des aînés, des anciens. C'est toujours comme ça se passe. Lorsque vous arrivez dans un nouveau milieu, vous devez vous laisser guider. Il me faut du temps pour m'approprier les codes, parce que partout ailleurs, il y a des codes qui vous permettent, que vous devez apprendre pour entrer pleinement dans vos fonctions. Ceci étant dit, je n'ai aucun complexe par rapport à la fonction, parce que partout où je passe, malgré mon jeune âge, et malgré que peut-être le poste est nouveau pour moi, je me dis c'est parce que je peux que je suis là. Et à partir de cet instant, je me donne tous les moyens qu'il faut, spirituels, intellectuels et tout, pour rapidement entrer dans ma nouvelle fonction et l'assumer pleinement et avec beaucoup de fierté. Avant l'intégration, on vous a vu sur le terrain, vous aviez eu des ambitions. Qu'est-ce que Louis Coupé-Medji peut apporter à cette 10e législature en termes d'innovation, en termes de progression? Merci beaucoup, Laurent. Je dois dire qu'il est de l'autorité publique aujourd'hui, et tout le monde le reconnaît, que le gouvernement est en place. Parce que, vous savez, tout part de là. Oui. Les populations ont confié mandat à quelqu'un, à l'exécutif, au pouvoir exécutif, incarné par notre commandant en chef, le président Patrice Talon. C'est d'abord le gouvernement qui travaille à faire développer un pays. Ne nous méprisons pas. C'est le gouvernement qui a les moyens. Mais à côté, il y a les députés qui ont ce rôle-là de donner les moyens au gouvernement à travers le vote du budget notamment. Également de pouvoir assurer le rôle de contre-pouvoir à travers le contrôle de l'action gouvernementale, de s'assurer que les moyens qui ont été donnés au gouvernement pour développer le pays, que ces moyens sont utilisés de façon appropriée, avec la transparence requise et la reddition de comptes. Et donc c'est en cela que je voudrais dire que ma modeste contribution à cette 10e législature sera beaucoup plus axée sur l'orientation donc des actions donc, du gouvernement
vers les couches vulnérables. Okay. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que notre pays, en 10 ans, a beaucoup progressé. A progressé de façon incroyable. Les étrangers qui arrivent dans notre pays apprécient mieux que nous-mêmes qui vivons à l'intérieur du pays. Parce que nous, on finit par s'habituer et on a très tôt fait d'oublier qu'on est parti de très loin. Donc le gouvernement a beaucoup travaillé et surtout au plan des réformes de nos tests qui constituent quand même le sous-bassement de toute action, au plan de la planification, des infrastructures. Beaucoup de choses ont été faites. Mais on entend les échos des populations qui restent encore des postes d'insatisfaction par rapport à un certain nombre de couches sociales, même si mon avis n'est toujours pas le même, parce que quand on fait une route, par exemple, on fait du social déjà. Quand on fait une route, on assèche les nids donc des moustiques, des gîtes laveurs qui vont devenir des moustiques, qui vont donner du palu et qui vont faire 3 ou 4 épisodes de paludisme par an, et derrière c'est de l'argent que vous dépensez. Bon, bref, on reviendra sur ces questions. Mais toujours est-il que les populations parlent. Et quand les populations parlent, le devoir que nous avons en tant que politique est de pouvoir écouter ce que les populations disent. Et comme les populations restent sur une question centrale qui est la question du social, je pense que je me ferai le devoir, porte-voix de ces populations pour apprécier ces préoccupations, de sorte à ce que lorsque des projets de loi viennent du gouvernement, ou que nous initions nous-mêmes en tant que députés des propositions de loi, je serai très regardant sur le volet social, parce que c'est ça qui constitue aujourd'hui la première préoccupation de nos populations. Ça, c'est ce que je ferai premièrement. La deuxième chose, c'est que moi-même, je suis originaire des milieux modestes. Je n'ai jamais eu honte de clamer que mon papa est un paysan et forgeron. Et forgeron, j'ai envie et j'ai souvent le plaisir de dire que mon papa fut un industriel artisanal. Parce que fabriquer des tamis pour permettre aux dames de faire akassa, ou réparer des tonneaux pour permettre aux dames de préparer de l'alcool ou de l'eau rouge relève de l'industrie. Mon papa fut un industriel, mais pas reconnu à sa juste valeur. Moi, je le réhabilite aujourd'hui. Je ne parle pas de forgeron, je parle d'industriel. Mais ceci étant dit, maman ménagère, vendeur d'akassa, prépare akassa et vend akassa, qui mieux que l'honorable Coupé-Mendy pour comprendre les préoccupations qui sont celles des populations vivant dans les zones déshéritées, en zone rurale. Je suis originaire des zones rurales, même si c'était en train donc aujourd'hui, avec sa proximité avec Porto-Novo, en train de devenir une ville. Je suis de ces milieux difficiles. Mon enfance a été difficile. J'ai eu un parcours difficile. Et donc, vous comprenez que le meilleur porte-parole que ces populations peuvent avoir aujourd'hui au Parlement, il y en a beaucoup d'autres, c'est pas Louis Coupé-Mendy seul qui est originaire des milieux pareils. Nous sommes certainement un certain nombre. Mais l'un des meilleurs, c'est également Louis Coupé-Mendy. Parce que je sais comment on peut quitter l'école, ne rien trouver à manger, dormir, et se réveiller le matin, ventre vide, et devoir encore courir, marcher sur de longues distances pour aller à l'école. Donc mes actions à l'Assemblée, en restant dans le couloir que m'offre la Constitution, ces actions seront beaucoup plus axées sur ces aspects-là. Et si j'ai l'occasion d'initier une proposition de loi, ça va être sur des questions pareilles. J'ai pu rencontrer pendant mes campagnes les personnes à motricité réduite, ce qu'on appelle vulgairement des handicapés. J'ai pu les écouter. J'ai pu comprendre leurs difficultés. Parfois, ils ont juste besoin d'un minimum pour s'épanouir comme tout le monde. Mes actions à l'Assemblée vont cibler ces catégories de personnes sur toute l'étendue du territoire. Donc voilà un peu ce que je pourrais vous dire. Mes actions vont être à connotation vraiment hautement sociale, comme l'a dit le président Talon lors du renouvellement de son mandat en 2021. Donc, certainement, avant la fin des 7 ans, nous aurons des lois qui vont dans le social, les lois qui seront portées par l'honorable Coupé-Mendy. Bien entendu, et il me faudra faire un état des lieux parce que j'évite d'être démagogue. La démagogie, c'est quelque chose de très nuisible. Absolument. Je ne parlerai pas comme si jusque-là rien n'a été fait. Quand vous allez au Parlement, il va avoir. Je suis certain qu'il existe des lois déjà dans ce sens, des projets de loi ou bien des propositions de loi dans ce sens. Je prendrai le temps, avec les autres collègues, les services de l'Assemblée nationale, pour comprendre un peu et faire un diagnostic initial, savoir qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qu'il y a à faire,
Et c'est ça qui me déterminera mes prochaines actions, mes actions futures. Est-ce que Dr Koupé Medji n'apparaît pas comme les autres qu'on a déjà vus, qui ont la bouche mielleuse, une fois députés, ne sont plus disponibles pour leurs citoyens, leurs concitoyens? Qu'est-ce qui fera la différence peut-être entre ces gens-là en griffe et Louis Koupé Medji? Je vais vous surprendre sur cette question. Oui. Je ne veux pas y répondre, je ne veux pas me défendre. Je préfère laisser mes actions parler pour moi. Okay. Il y a des questions sur lesquelles on n'a besoin de se défendre. Parce que à trop vous défendre, personne ne vous croit. Je préfère laisser les populations juger. Je fais une promesse. Oui. C'est cette promesse de proximité avec mes mandants, ceux qui m'ont confié ce mandat-là. Je serai plus proche d'eux. Autrefois, ils ont connu leur fils qui était en fonction de DG. Mon poste est à Cotonou. Je suis obligé de vivre à Cotonou. Mais l'instant où je suis en train de vous parler, c'est des questions sur lesquelles je préférais surprendre mes mandats, les populations. Mais puisque vous me posez la question, quand même, il faut rassurer un tout petit peu pour ne pas donner l'impression donc, de faire une fuite en avant. Je suis en train de prendre des dispositions là où je suis aujourd'hui pour vivre pleinement dans la communauté. J'étais présent dans la communauté, je venais de temps en temps, mais il faut être sincère pour dire, puisque mon travail était à Cotonou, je dormais à Cotonou et je faisais des tours à Promis-Traité. Aujourd'hui, je ne peux pas venir prendre un mandat de député dans la 20e circonscription électorale, bien que Cotonou soit désormais à 30 minutes de la Promis-Traité, et qu'on soit en permanence à Cotonou. Donc je suis en train de prendre des dispositions pour faire un déménagement dans la communauté. C'est ce qui est souhaitable, c'est ce qui est indiqué. Vous comprenez que j'ai le souci de proximité avec nos populations. Donc si je prends déjà des dispositions dans ce sens, des dispositions pour avoir un cabinet de députés dans la commune de la communauté, les dispositions sont en cours, je ne donnerai pas ici d'échéance, je préfère surprendre. Voilà. Je préfère toujours surprendre. Voilà. Et donc si je suis en train donc de vouloir régler déjà ces questions-là, aussitôt élu, vous comprendrez que ce n'est pas mon téléphone portable que je vais fermer aux populations. Voilà, wait and see, comme le disent les Anglais. Alors, la 10e législature, comme je l'annonçais dans l'introduction, on a constaté l'apparition de jeunes, de nouvelles têtes. Quel est votre regard sur cette 10e législature? Comment vous l'envisagez? Est-ce que ce sera une législature riche en termes de production parlementaire? J'espère bien que vous avez suivi le premier d'entre nous. Quand je parle du premier d'entre nous, le premier d'entre les députés. Oui. Son Excellence, le président Joseph Diogweno, président de l'Assemblée nationale 10e législature. Je sais que vous êtes un journaliste, l'un des journalistes accrédités au Parlement. Oui. Vous l'avez suivi? Oui. Il a dit que l'action, ça va être une assemblée productive, mais non seulement ça, les actions seront orientées vers le social. Il a dit aussi. C'est déjà entendu, pourtant. Il faut peut-être nous observer à l'œuvre. Je sais que cette deuxième législature regorge d'assez de talent, d'assez de qualité, d'assez d'hommes valeureux, de femmes valeureuses. Et moi, j'ai confiance que cette 10e législature telle qu'elle est partie, parce que moi, je suis un fin observateur, moi, j'ai beaucoup d'espoir que, comme la 9e législature, le 8e et 9e qui n'ont pas démérité, et je profite de votre micro pour faire une salutation respectueuse à notre papa, à notre aîné, l'honorable Louis Béonou Flavonou, qui a dignement passé la main à son successeur. C'est une législature dont je suis personnellement, je suis séduit par rapport à ces deux législatures passées, comme les premières d'ailleurs, mais j'ai eu l'occasion de suivre de très près la production législative des deux dernières législatures, la 8e et la 9e, et qui sont intervenus dans des contextes un peu précis, un contexte assez complexe pour notre pays. Et donc, j'ai espoir en regardant les acteurs. Vous connaissez, le professeur Joseph Diogweno n'est plus quelqu'un à présenter. Il a occupé déjà des fonctions dans ce pays. J'ai bon espoir qu'avec lui et toute son équipe, tous les membres du bureau, je n'oublie pas les autres, les secrétaires parlementaires, les questeurs, et tous ceux qui l'entourent, c'est des gens de grande expérience, c'est des gens respectés et respectables. Et toute la législature, tous les collègues de cette législature, vous avez vu des maires qui sont devenus députés, c'est pas n'importe qui un maire, c'est des gens qui connaissent les préoccupations des collectivités locales, qui ont eu à travailler
Donc ça, c'est les éléments qui me rassurent. Vous avez des ministres qui sont devenus députés. Vous avez des DG, c'est mon cas, qui sont devenus députés. Vous en avez aussi des opérateurs économiques. Vous avez des dames qui sont dans la sphère économique. Vous savez, quand vous regardez bien la structuration, la composition de cette 10e législature, vous avez tous les éléments d'espérance et d'espoir par rapport à ce qui va être le résultat donc, de cette 10e législature. Je préfère vous dire de nous observer. Oui, on va vous observer, mais le hic ici, c'est que contrairement à la 9e législature, la 10e législature est composée rien que des frères et sœurs. Je peux m'exprimer en ces termes, il n'y a pas véritablement de l'opposition au Parlement. Est-ce que cet état de choses ne va pas vous amener à ne pas donner le meilleur de vous-même au profit des populations? Je parle des députés, toutes tendances confondues. Monsieur Botoïdo, oui. C'est vous qui avez les prérogatives de poser des questions ici. Oui. Mais vous m'autorisez, je voudrais que vous m'autorisez à vous poser une question. Malheureusement, je ne pourrai pas vous répondre. Je vais quand même la poser oui. et répondre à ça. Est-ce que lorsque vous avez suivi la campagne électorale dans notre pays, est-ce que vous avez le sentiment que c'est des frères ou c'est à moi comme les gens s'amusent à le dire? Mais les élections sont terminées et aujourd'hui vous êtes ensemble au Parlement. Je pose la question. Allez-y. Quand vous avez vu battre campagne, et ça continue encore là, des recours d'un parti contre un autre. Parce que comment définissons-nous l'opposition? C'est ça. Je pense qu'il faut que nous repartions à l'essence des choses. Absolument. Et au-delà des affichages, au-delà de la forme, que nous allions au fond des choses. Moi, je pense que l'opposition se détermine par rapport aux idées que porte un parti par rapport aux idées d'un autre parti. C'est bien ça, hein? Et on définit de façon beaucoup plus classique l'opposition par rapport au parti ou bien par rapport aux personnes et autres qui ne parlent pas le même langage que peut-être le gouvernement et autres. Mais je pense de mon point de vue que toute action politique ou publique vise d'abord le bien-être des populations. Donc que nous soyons politiciens d'un bord ou d'un autre, ce qui importe, c'est le bien-être des populations. Tout le monde intervient dans le champ politique parce que nous voulons être au service des populations, travailler en sorte à assurer, garantir le bien-être des populations. Donc l'opposition ne peut que se déterminer par rapport à ça. Alors, l'opposition intervient pour recadrer lorsque nous nous écartions donc de cet objectif ultime, de cette finalité de la politique qui est d'assurer le bien-être des populations. Pourquoi voulez-vous qu'on se positionne contre quelque chose si ça va déjà dans le bon sens? Donc je crois que les deux partis qui sont au Parlement aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ces deux partis, vous comprenez bien que ils se sont mis dans une démarche de dire à quoi ça sert-il d'être dans l'affichage en se donnant des coups juste pour donner l'impression aux populations que l'on anime la démocratie, qu'on fait de la participation à la vie politique, alors que nous laissons l'essentiel de côté. Je crois que tout le monde a compris que il faut que, à l'instar de certains pays, mais on parle des Chinois aujourd'hui, on parle de Singapour, on cite je ne veux même pas aller loin. Oui. La dernière fois, j'étais au Maroc, et je discutais avec un ami marocain, et je dis, mais quand je viens au Maroc, parce que j'ai l'habitude d'aller au Maroc, je dis, mais quand je suis à la télévision, je ne vois jamais un débat où des gens se donnent, il y a des envolées verbales comme on voit dans certains pays d'Afrique. Pourquoi c'est pas comme ça ici? Et il me dit, mais écoute, le Maroc ne fait pas comme les autres pays. Vous avez un roi qui est là. Le roi, c'est qui? C'est le président de la République. Et ce roi-là, depuis qu'il est sur les bancs, on le prépare déjà, parce qu'il est de la famille royale, on le prépare déjà à assumer des responsabilités. Et il identifie déjà ceux qui demain auront à travailler avec lui. Ils sont formés, il y a des gens qui sont formés dans les finances, la diplomatie et autres, et qui gèrent avec lui. De sorte que, en réalité, les notions de mouvance et opposition, c'est pas des notions prégnantes, parce que tout le monde sait que la mission qu'ils ont comme politique, c'est une mission de faire avancer le pays, de développer le pays. Donc tout le monde se bat pour faire développer le pays. C'est pourquoi on ne remarque pas cette façon de faire où on est là à se donner des coups de poing. Voilà. Et je crois que c'est des pays qui sont en avance. Vous connaissez le Maroc. Absolument. Voilà, c'est des pays qui ont un certain niveau de développement aujourd'hui en Afrique.
Pourquoi ne pas tendre vers ces genres de système? Je crois que nous sommes dans un processus pareil. Il faudrait que nous... C'est vrai, c'est bon d'être nostalgique du passé, mais il y a des passés qu'il faut oublier. C'est le passé où les gens se battaient pour leurs intérêts personnels, pour leurs égos propres, et se donnaient des coups de poing. Et on est content que, les gens s'opposent les uns aux autres, les gens se donnent des coups de poing. Si c'est ça que nous voulons, et on est fiers de ça, franchement, mon exhortation est que nous puissions tourner cette page. Mais si c'est autour de l'intérêt des populations, autour de l'intérêt général, je peux vous dire qu'il y a des actes d'opposition au Parlement. Parce que toutes les fois où des questions viendront au Parlement, et ces questions ne vont pas privilégier l'intérêt général, le vécu des populations, les solutions à apporter, ils se lèveront forcément des voix se lèveront pour recadrer, pour dire qu'elles ne sont pas d'accord. Et ça, c'est déjà de l'opposition. Parce que dès lors que vous dites que vous n'êtes pas d'accord de la manière dont ça est en train de faire, c'est déjà de l'opposition. Donc l'opposition ne peut pas être réduite simplement à un parti qui se déclare de l'opposition. On a déjà vu des partis qui se déclarent de l'opposition et dans le fait de vous demandez s'ils ne sont pas plus mouvanciers que ceux de la mouvance même. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour notre pays? Je ne pense pas. La commune d'Akprom-Isirité réclamait depuis fort longtemps son député. Aujourd'hui, elle a désormais, vous comme député, cette commune, selon certains, n'avance pas. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes conscient de la tâche qui vous attend? Comment comptez-vous, travailler avec l'exécutif communal pour que le développement escompté soit réellement au rendez-vous? On vous a d'ailleurs vu actif ces derniers jours pendant la désignation et pendant la passation. Voilà, honorable, comment comptez-vous faire? Merci beaucoup. Je profite d'abord de votre question pour saluer avec beaucoup de respect et considération tout le nouveau conseil communal d'Akprom-Isirité, qu'il s'agisse des élus de l'Union progressive de renouveau, qu'il s'agisse de ceux du bloc républicain. Oui. Les élections sont désormais derrière nous et nous devons nous donner la main pour avancer. Donc je vais saluer chacun des 25 élus avec beaucoup de déférence et sympathie. Je voudrais également féliciter le nouvel exécutif avec à sa tête le maire Joseph Onkanri, le premier adjoint Dr Koudio Topan Kazmi et le deuxième adjoint mon grand frère aîné et ami Barthélemy Alibono. Et leur dit combien de fois je suis content de la confiance que les populations ont bien voulu placer en eux d'abord et ensuite leurs partis respectifs, parce qu'il ne nous échappe pas que ce n'est pas la volonté de leurs partis respectifs que chacun d'eux est devenu maire ou premier adjoint ou deuxième adjoint. Et la loi qui est en place aujourd'hui dit que ce sont les partis qui les désignent et l'autorité préfectorale procède à leur installation. Oui. Et je voudrais leur dire qu'ils ont tout notre soutien. Et je reprends à votre question pour dire que moi je suis député, je ne suis pas un élu communal. Je suis un député d'un élu de la nation, mais élu par une circonscription électorale que je n'oublierai jamais. Et à partir de là, mon rôle va être un rôle de partenaire politique. Je suis un partenaire politique pour chacun d'eux, pour chacun des 25 élus communaux. Mais je serai un partenaire exigeant. Pourquoi un partenaire exigeant? Parce que il n'échappe à personne dans notre circonscription ici, président Akprom-Isirité, que mon apparition sur le champ politique et en étant en ma qualité de candidat a bouleversé beaucoup de donnes. Absolument. C'est hypocrite de ne pas le reconnaître. J'ai entendu des gens avant les élections communales, j'ai entendu les gens pendant la campagne, j'ai entendu les gens après les élections. Je crois que, et je vais le dire ici sans fausse modestie, mais de façon directe et sincère, si je n'étais pas arrivé en tant que candidat, beaucoup le disent, c'est maintenant de l'autorité publique, si je n'étais pas arrivé en tant que candidat, je ne suis pas certain que mon parti, Union progressive renouveau, peut gagner la commune aujourd'hui avec 13 conseillers contre 12 pour le bloc républicain. Je ne suis pas certain. Les gens nous ont promis nous battre, nous traîner par terre. Et je crois qu'ils avaient tous les arguments avec eux, ils avaient tous les atouts et même la sympathie d'une grande partie de la population qui n'était pas satisfait des résultats du dernier conseil communal et donc qui était prêt à tourner la page de notre parti dans cette commune.
Mais compte tenu de mon arrivée, du discours politique que j'ai porté, de ma posture et de la confiance que j'ai inspirée auprès des populations et de l'accompagnement des cadres, des jeunes cadres, ça je tiens à souligner cela, des jeunes cadres de la commune qui ont vu en moi un leader. Beaucoup ont dû accepter, voter pour l'Union progressiste, le renouveau, qui a la grâce aujourd'hui de renouveler le mandat du maire à la tête de la commune. À partir de cela, je sens pour moi personnellement, en tant que Louis Coupé-Médié, un gros fardeau sur mes épaules. Okay. Parce que vous ne pouvez pas dire aux populations, mon message, mon thème de campagne a été l'unité et le rassemblement des filles et fils d'Accra-Mincété pour le développement de la commune. Pendant que le thème de campagne de nos concurrents du Bloc républicain était le changement. Et j'ai évité de parler de changement directement pour ne pas frustrer mes camarades du parti Union progressive de renouveau. Sinon, le message que j'ai porté aussi n'est rien d'autre qu'un message de changement. Absolument. Est-ce que vous voyez? Mais politiquement, je ne peux pas les critiquer ouvertement parce que nous faisons partie, nous sommes tous membres d'un même parti politique qui a des règles. Et les statuts de notre parti parlent de démocratie interne au parti. Donc il y a un certain nombre de débats, ce n'est qu'à l'interne du parti que vous pouvez faire. Mais publiquement, vous avez la loyauté vis-à-vis du parti et la solidarité. Parce que la devise même de l'Union progressive de renouveau, c'est unité, travail, solidarité. Donc, cette devise m'impose d'être solidaire vis-à-vis donc du conseil communal passé, vis-à-vis notamment du maire qui est un membre UP de renouveau. Mais la vérité est là et crève l'œil. Et pour ne pas être hypocrite, je leur ai dit ce que je pensais de leur gestion passée, qui est une gestion qui mérite d'être améliorée. Donc, à partir de cet instant, nous devons également la vérité à nos populations et être totalement en phase avec les populations. Et cela m'impose désormais de dire au nouveau conseil communal que le changement que nous avions promis aux populations, ce changement doit passer dans du discours, être désormais traduit en actes concrets. Non seulement en actes concrets, mais en des actions mesurables, des actions visibles, des actions concrètes que les populations elles-mêmes peuvent constater, mesurer. C'est pourquoi dès leur installation et dès leur désignation, je me suis précipité pour aller les féliciter et leur rappeler que nous avons un devoir devant l'histoire. Si nous ne faisons pas ce que nous avons promis aux populations, ça va être très difficile pour nous de retourner voir ces populations demain et de leur dire quoi que ce soit. Et moi, je n'aime pas la honte. J'aime honorer ma parole. Et vous avez vu avec moi, quand j'ai promis aux populations que j'exercerai le mandat qu'ils vont me confier, dès le premier jour, j'ai mis pied à l'Assemblée nationale, j'ai démissionné de mes fonctions. C'est ça aussi un homme digne. C'est ça un homme rigoureux. C'est ça le respect de la parole donnée. Et je voudrais que cela caractérise tous les élus à tous les niveaux, qu'il s'agisse de l'élu Pierre que de l'élu Bière. Je ne veux pas donner de leçons à quelqu'un, je ne veux pas faire de morale à quelqu'un. Mais nous serons très exigeants vis-à-vis de cette nouvelle équipe. Plus personne ne viendra, aussi bien vis-à-vis des élus UPR que Bière. Parce que j'ai pu observer pendant la campagne, quand vous avez un conseil communal, vous avez 12 conseillers Bière, 13 UPR. La majorité, c'est sur le fil de rasoir. Voilà. Donc, que personne ne vienne demain nous dire, et aujourd'hui, nous sommes dans une gouvernance concertée, que personne ne vienne nous dire demain, oui, voilà, c'est UP qui était au pouvoir. Ça ne sera, personne, on ne va plus entendre ça. Donc, je parle bien à tous les 25 élus, parce que les maires, premier adjoint, maire, deuxième adjoint, ne font pas à eux seuls le conseil communal. Ils ne font pas à eux seuls le conseil communal. Donc, je voudrais leur dire que je serai un partenaire politique pour les appuyer, les soutenir, leur offrir le parapluie politique du mieux que je peux, mettre à leur disposition mes relations, mettre à leur disposition les moyens politiques et autres dont je dispose, mobiliser les autres cadres de la commune. Parce que la commune de Mitakon, c'était un atout majeur. Le nombre de cadres que nous avons dans la commune aujourd'hui. Les artisans eux-mêmes ont de force. Là, nous parlons souvent des cadres. Il n'y a pas que nous. Les jeunes artisans, vous en avez parmi de grands opérateurs économiques qui ont les moyens, qui ne demandent qu'à être associés à la gestion de la chose communale, qui ne demandent qu'à avoir du beau, qui ne demandent qu'à voir les gens défendre l'intérêt général au lieu de l'intérêt personnel. Donc, lorsque cela va être le cap de la nouvelle équipe, c'est-à-dire comment ils vont faire pour sortir la population d'Accra-Mincété de nos difficultés actuelles et projeter la commune sur les feux du développement. Ils nous auront à leur côté
et nous allons mobiliser parce que on a cet atout aujourd'hui qu'il y a une sorte de renouveau. Il y a une ferveur politique. Et j'incarne cette ferveur politique, je le dis sans modestie. J'incarne cette ferveur-là. Il ne faut pas qu'on laisse cette ferveur-là retomber. C'est pourquoi je serai un peu à côté comme un gendarme pour leur rappeler ce qu'ils ont à faire pour que notre commune puisse enfin prendre son envol et rayonner. Oui, mais est-ce que vous allez mesurer cette collaboration pour qu'on ne vous tague pas peut-être d'émission? Vous l'aviez dit, votre mandat c'est au Parlement, l'exécutif est là, un gendarme, comment se fera cette collaboration entre vous et l'exécutif? Merci beaucoup. Non, je tiens à le préciser, hein. Je ne vais jamais faire de l'émission. C'est moi qui l'ai dit le mardi dernier, je le réitère. Chacun doit rester dans le couloir que lui offre la loi. L'équipe communale qui est là, c'est eux les gestionnaires désormais de la commune. C'est pas moi. Et en plus d'eux, il y a une personnalité dont nous ne parlons pas assez, la secrétaire exécutive de la commune. Je la salue ce matin avec beaucoup de considération et d'affection. C'est une dame. Et je crois qu'elle méritera encore beaucoup plus notre attention parce que s'il y a une insatisfaction personnelle, je le dis, quand vous prenez le 25 conseils, il n'y a même pas de femme dedans. Ça doit nous parler à Promisété. Que toi à côté, c'est une femme qui a été mère. On vient encore de prendre une femme mère. Et nous aimons dire que les femmes sont des selles, les femmes sont des selles. Aujourd'hui, tout le monde, on encourage tout le monde à envoyer les filles à l'école. Et on a des filles aujourd'hui très intelligentes qui travaillent, qui ont des diplômes. Je veux dire à tous les politiciens et tous les politiques, les hommes politiques de cette commune que nous devons changer de cap désormais. Que s'il s'agit de UP, le renouveau, qu'il s'agit du Bloc républicain, nous devons faire désormais une place aux femmes. Parce que ça aussi, ça joue. Ça joue. Vous avez 25 conseillers, on n'a aucune femme. Je n'ai pas le droit de venir dire ce que j'ai en train de dire là. Mais c'est un regard critique objectif que je porte sur nos actions. Ça me concerne aussi. Ce n'est pas que la commune c'est seul. Ah, un coup, c'est pareil. Oui, mais on dit, faut pas que les gens aient l'impression que l'air culturel Tory est misogyne. Non, il faut pas que les gens aient cette impression. En tout cas, moi, j'ai déjà promis à nos soeurs, je m'occupais moi-même de faire adhérer. Parce que, vous savez, il y a un phénomène aussi, nos soeurs aussi s'intéressent très peu à la politique. Absolument. Au regard de ce qui se passe là-bas, des questions de mœurs et autres, je ne veux pas... le gouvernement a déjà adressé beaucoup de lits à ces femmes-là. Oui, voilà. Donc, nous allons les encourager. Nous serons là pour faire en sorte que personne ne soit victime de ce qu'elles redoutent souvent, et nous allons les encourager à militer. Ceci étant dit, je veux dire que non, c'est chaque citoyen, d'abord de la commune d'Apromissete, qui doit se sentir gendarme derrière la nouvelle équipe. Okay. Moi, je l'ai promis au maire, j'ai dit, monsieur le maire, félicitations. Vous savez, on a une chance. Hein. Le maire est quelqu'un d'expérimenté. Okay. N'oublions pas, c'est un cadre quand même de l'administration publique qu'il a eu à travailler jusqu'à aller à la retraite. Chapeau pour lui. Il a été deuxième adjoint au maire dans cette commune-ci. Il a consulté son CV. Il a été premier adjoint au maire. Il a été député. Il a été maire. Quel CV on peut avoir aussi à qui on peut confier les destinées d'une commune. Je pense qu'il est l'un des meilleurs parmi nous, d'entre nous. Mais il faut maintenant que le maire puisse sortir de sa réserve habituelle qu'on le connaît. Chacun a sa personnalité. Moi, j'ai dit, lui-même a promis que c'est maintenant la rupture. C'est lui qui a sorti et le nouveau départ. Voilà. Il a parlé d'un nouveau départ et de changement. Je lui ai déjà dit, monsieur le maire, il faut que ce changement soit traduit rapidement en acte. Et je crois qu'il en est bien conscient. Vous savez, c'est quelqu'un de très humble, de très effacé. Et il a besoin de nous pour le bousculer un peu. On ne bouscule pas si on ne va pas bien. On fera en sorte que, vous avez ceux qui sont placés autour de lui, le premier adjoint au maire, le deuxième adjoint au maire. Le deuxième adjoint au maire, par exemple, lui, c'est un opérateur économique. Vous connaissez les opérateurs économiques, le chef de l'État nous en donne des exemples ici. Le président Talon, tout le monde dit que c'est un opérateur économique. Et vous avez vu comment il est en train de faire du beau. Je compte sur mon grand frère et le deuxième adjoint Barthélemy. Elle dit, bon, non, parce qu'il a eu à faire des choses ailleurs que j'ai fait, je connais. Il faut qu'il implémente la même chose dans cette commune-ci. Je parle au docteur Koudio Topanou, qui est un haut cadre de l'administration. Je voudrais compter sur lui pour que les deux puissent vraiment être de grands deux piliers importants sur lesquels le maire doit se reposer. Et quand je regarde la personne du maire, c'est quelqu'un qui peut écouter facilement. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est tout cela qui me donne d'espoir que vraiment un nouveau soleil se lèvera dans la commune. Mais nous n'allons pas nous arrêter au discours. Nous allons travailler dans l'ombre
à les aider, à les pousser, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que Accrom Missete puisse changer de visage. Au-delà d'Accrom Missete, vous étiez également à Dangbo. C'est la preuve que Louis Koukwé-Medji ne veut pas simplement se limiter dans sa commune natale. Vous avez bien compris. Je suis élu par 5 communes. Je dois donner la même attention aux mêmes communes. Vous savez, je ne suis pas allé à Avrancourt. Je ne suis pas devoir d'honnêteté, je vous le dis. Je ne suis pas allé à Avrancourt ni à Diarra parce que j'ai des aînés aussi. Il y a l'honorable Augustin, à qui je dis bonjour ce matin avec beaucoup de respect et déférence, qui est là-bas. J'ai estimé que il ne faut pas aussi que je devienne un peu comme le fétiche qu'on retrouve un peu partout. Absolument. Donc j'ai un aîné qui est de l'autre côté. Je ne suis pas allé à Dion, par exemple, parce que il y a l'honorable Winsa que je salue avec beaucoup de respect, qui est un aîné, qui est membre du bureau du Parlement, premier secrétaire parlementaire. Je le salue, je le félicite ce matin pour cette brillante position, brillante élection. Et je ne suis pas allé là-bas parce que mon doyen est là-bas. Si je vais là-bas, c'est pour aller les appuyer. Mais Dangbo, notre candidat qui est à Dangbo, UPR n'a pas été élu. Et ma suppléante est de Dangbo. Donc j'ai senti cette nécessité d'aller les appuyer pour que Dangbo ne se sente pas orphelin. J'aurais eu le temps que je serais parti à Bonou aussi. Est-ce que vous voyez? Donc je le clarifie parce qu'on peut me dire, pourquoi tu es allé à Dangbo? Tu n'es pas allé dans les autres communes. Est-ce que vous voyez? Donc c'est la raison pour laquelle, et puis j'ai une amitié personnelle aussi avec le nouveau maire de Dangbo, le maire Agon Yassine, que je salue ici ce matin, à qui j'aurais été mes vivres et sincères félicitations. Voilà, nous sommes à quelques semaines des élections présidentielles et la Sénat est en train de bouger pour la réussite de cette élection. Vous êtes membre du parti Union Progressive de Renouveau qui soutient la candidature de Romuald Wardani. Comment l'honorable Koukwé-Medji compte travailler avec la population d'Accrom Missete pour soutenir cette candidature de Romuald Koukwé-Medji? Je rappelle que la campagne n'a pas encore commencé. Romuald Wardani, je rappelle que la campagne n'a pas encore démarré. Oui. Merci beaucoup, Laurent, pour vraiment la justesse de vos questions et la pertinence. Nous allons nous remobiliser rapidement. Parce que vous savez, le candidat, le ministre d'État, Romuald Wardani, est le candidat choisi et désigné par d'abord l'Union Progressive de Renouveau et le Bloc républicain, ces deux partis. Et après, d'autres partis sont joints. De sorte qu'aujourd'hui, il n'appartient plus pratiquement à aucun parti. Il est devenu l'homme de tout le monde. Et nous en sommes heureux. Cependant, il nous faut mettre un dispositif en place dans chaque commune pour pouvoir booster cette candidature. Parce que comme le savez, nous y croyons, le grand défi des élections à venir, ça va être surtout le taux de participation. Absolument. Parce que nous croyons en notre force. Quand vous regardez tous les partis, toutes les personnalités qui soutiennent la candidature du ministre d'État Romuald Wardani, vous comprenez que il part avec une longueur d'avance sur son challenger. Mais le plus important ici maintenant pour nous autres politiques, c'est comment nous faisons en sorte pour que nos populations puissent sortir massivement pour légitimer ce choix-là. Et Accrom Missete ne sera pas du reste. Nous allons ensemble avec toutes les forces politiques, toutes les forces, je dis, sans exception aucune. C'est pourquoi j'attirais déjà l'attention de nos concurrents. Je ne sais pas parler d'adversaires. Quand on était en pleine campagne électorale, je disais à nos concurrents du Bloc républicain, sachons nous attaquer parce qu'après, nous allons ensemble retourner vers les mêmes populations. Il ne faut pas que les populations aient l'impression que nous sommes venus les arnaquer. Voilà. Mais je crois que, fort heureusement, tout le monde a compris. Il n'y a pas eu d'incident majeur dans la commune. Nous avons fait nos campagnes comme dans les grandes démocraties. Ce sont les idées qui ont prévalu. Donc, nous allons nous asseoir. Que ce soit l'Union Progressive et le Bloc républicain, c'est les deux partis majoritaires aujourd'hui dans la commune. Mais nous allons associer les autres, même les minorités, les personnalités politiques, les notables, les sages, et tout le monde sans exception. Tous ceux qui sont en âge donc de voter et donc de participer à l'animation de la vie politique, nous allons nous asseoir et mettre en place notre dispositif. Et c'est le prochain défi. Ça va se faire très rapidement. Quand nous allons finir de régler les questions concernant l'installation du conseil communal, parce qu'il y a encore les chefs d'arrondissement à désigner, les chefs villages. Quand on va finir rapidement avec ces questions politiques, nous allons nous asseoir rapidement et nous allons mettre en place la machine. Je n'ai aucune peur par rapport, je n'ai aucune crainte. Nous savons comment mettre en place ce dispositif.
Nous savons comment travailler. On a les atouts, nous avons des compétences, des expertises qui sont là. Et tous, la main dans la main, nous allons travailler de sorte à ce que ACPROM ICT se distingue positivement lors des prochaines élections. Moi, je rêve pour les taux de participation de 90-95%, qu'on sorte des populations, que nos populations puissent aller voter. Parce qu'il n'y a que ça que nous pouvons vendre au prochain président. Parce que ACPROM ICT est une commune qui a beaucoup de défis à relever. Et ces défis, et les plus grands défis, ne peuvent être relevés sans le prochain gouvernement, sans l'engagement, la volonté affichée du prochain président de nous accompagner à Bissété ici. Donc, nous devons montrer, parce que c'est ça aussi la politique, il faut d'abord semer avant de récolter. Nous devons nous lever comme nous l'avons fait par le passé, massivement, quand la campagne sera lancée, pour montrer au candidat qu'il est le candidat de la commune d'ACPROM ICT, qu'il est le candidat de la 20e circonscription électorale, qu'il est le candidat de tout l'OME, qui est le candidat de tout le pays. Voilà. Et nous devons nous distinguer à ACPROM ICT ici. S'il y a quelque chose que je peux aller vendre au président demain, quand il sera élu, c'est de lui dire, monsieur le président, est-ce que vous avez vu le taux de participation des électeurs de la commune d'ACPROM ICT? Ils sont sortis, ils sont mobilisés à 95%. Et ils ont voté massivement pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette commune? Voilà, il faut que les gens nous donnent demain les moyens de négociation, parce que en politique, ça se négocie. Voilà, ceux vers qui nous irons pour négocier à présent, c'est vers les auditeurs qui ont également leur droit de citer dans cette émission. Les deux numéros à pianoter pour être en direct avec nous sont les 01 97 61 85 80 ou le 01 94 03 03 58. Premier auditeur en ligne de ce matin, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour, merci, honorable, bonjour, Eugène Wagnon. D'accord, allez-y monsieur Eugène. Je voudrais d'abord vous dire merci à vous, monsieur le journaliste. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis, je défie qui ne le serait pas à l'instant où il a suivi cet honorable. Vous êtes tout simplement B.O.N. Alors, je prendrai quelques de vos citations. Allô, monsieur Eugène? Allô, monsieur Eugène? Oui. Bougez un peu, puisque ça flotte pas ici. Bougez un peu pour que nous puissions vous entendre correctement. Alors, et maintenant, vous m'entendez? Oui, ça peut aller, allez-y. Alors, je prendrai quelques citations de l'honorable. Oui. Les gens nous avaient promis, nous battre et nous traîner dans la pierre. Une gestion qui mérite d'être améliorée. Nous serons exigeants face à cette mandature communale. Le parti désigne. Mais pourquoi cette bataille, cette traîtrise, je dirais même cet assassinat? Alors, franchement, vous avez été sincère dans tout ce que vous avez dit. Et personne ne pourrait dire le contraire. Nous souhaitons que ce que vous venez de dire, que ce soit franchement suivi. C'est-à-dire accompagner réellement cette mandature au niveau de la commune. Et puis, au lieu de vouloir à celui qui ne voudrait pas déranger le premier responsable, mais plutôt le déranger. Parce que vous savez, Papa Ebonnet, il accepte tout. Il faudrait que cette mandature ce soit réellement celle de le renouveau. D'accord. Notre souhait. Je vous demanderai de prendre un carnet pour pouvoir nous inviter. Nous faisons l'opinion parce qu'il y a des choses à dire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Eugène Wagnon. On vous aura compris. Merci pour votre sens d'ironie. Et notre auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, cher ami, comment on vous appelle? Je m'appelle Sébastien Nyonkosou et je suis en direct de Cotonou, Missé, au 5e arrondissement. Allez-y, monsieur Nyonkosou. Fils de Missirité, je suis. Et bonjour, docteur Louis Daoumon. Bonjour, monsieur Nyonkosou. Je ne vous connais pas personnellement, mais quelques renseignements sur vous avant les élections est que vous êtes un homme bien. Vous avez de l'amour. Vous aimez les humains. Vous êtes quelqu'un qui sacrifie ses propres intérêts au profit de la
population. Et c'est ce que vous amène d'ailleurs à laisser votre poste de directeur où il y a tout. Il faut accepter, quand on est directeur, vous savez, tout le confort et accepter être un élu du peuple. C'est pour défendre la population. Premier conseil à vous donner est que vous ne changez pas. Restez tel que vous êtes et les gens vous apprécient. La population de la commune d'Akrom-Michirité n'est pas une population ingrate, d'accord? Donc, et vous avez dit que vous serez partenaire aux conseillers de la commune d'Akrom-Michirité pour les accompagner aussi. C'est une très bonne chose. Deuxième préoccupation pour l'Assemblée nationale. Et j'ai une question, parce que les gens vous appellent des frères Giamon, les deux partis. Et vous l'avez démontré au moment des élections, parce qu'il n'a pas eu de tout oublié. Ou bien, comment vous voyez que quelqu'un veut être président de l'Assemblée et il n'y a pas de challenger? Est-ce qu'on ne peut pas faire un semblant de challenger pour montrer que vraiment ne sont pas des frères Giamon, comme vous le disiez, et les gens vont voter majoritairement pour le président et voter moins pour l'autre, pour faire un semblant. Pourquoi vous n'avez pas ça? Voilà. En tout cas, je vous ovationne. Vous avez un point parlé à l'Assemblée nationale, défendez le peuple comme vous aimez à le défendre. Sébastien Nyoron, je suis. Agréable journée à vous. Bon dimanche. Merci beaucoup à vous, monsieur Nyoron, et notre auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. À côté de vous. Oui, comment on vous appelle? On m'appelle Apollinaire, je vous appelle en direct depuis Ouellet de vous. D'accord, allez-y. Je vous remercie. Je salue les techniciens sans oublier notre cher invité. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Apollinaire. Oui, nous vous remercions d'être sur le plateau aujourd'hui, docteur. Je vous connaissais par rapport à vos rigueurs, par rapport à votre dynamique et par rapport à votre intégrité il y a longtemps. Par rapport à un pharmacien de Porto-Novo. Je vous remercie beaucoup, docteur, par rapport aux investissements et par rapport au parcours professionnel que vous avez mis la lumière sur ça. Nous vous remercions. Mais je voudrais très certainement à nos élus représentatifs, c'est-à-dire nos députés, qui sont les 10e mandature, de bien vouloir consulter la base par rapport à certaines lois, avant de voter certaines lois, plutôt. De consulter la base. D'accord. Deuxièmement, docteur, je voudrais vous demander de bien vouloir, moi qui suis là, je suis un handicapé visuel, je voudrais vous demander de défendre nos intérêts, les intérêts, c'est-à-dire les intérêts de nous qui sommes handicapés, par rapport à une soit d'égalité des chances. Nos dossiers sont déposés depuis 2024 jusqu'à l'heure où nous parlons, on n'a pas encore eu. Par rapport à quoi? Reprenez, s'il vous plaît. Par rapport au dossier d'égalité des chances, c'est-à-dire la carte d'égalité des chances. Ok, ok. Le projet qui est enroulé dans le projet H. Oui. D'accord. Nous avons déposé le dossier depuis 2024 jusqu'à l'heure où nous parlons, on n'a pas encore eu l'état pour bénéficier de la prise en charge. D'accord. Donc, vous devez bien vouloir prendre nos intérêts et l'intérêt surtout de la nation. D'accord. Nous vous remercions. Agréable journée à vous, docteur. Merci beaucoup à vous, monsieur Apollinaire. 01 97 61 85 80. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, monsieur Oui. Allô? Oui, allez-y. Vous me recevez? Oui, ça peut aller. D'accord, merci beaucoup. Merci pour l'appel de notre député. Monsieur Louis, vous me dire bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Je suis ravi. Rappelez-nous votre nom rapidement. Le jeune médiateur d'Abraham Bourgogne, Timothée Doliko, en direct de Bourgogne, du notre village natal. D'accord, monsieur Doliko, allez-y rapidement. Merci très rapidement. Monsieur Louis, je vous ovationne ce matin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas donné, à un élu qui vient d'être, nommé de venir. Nous avons voulu, écouter une autorité de l'autorité pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, expliquer de fond en comble sa gestion envers. Quelle est votre appréciation, l'honorable monsieur Louis, sur ce côté-là? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, l'honorable député est élu d'écouter sa population avant de voter une loi. Selon vous,
quelle serait votre manière de faire? Est-ce que allez-vous prendre une décision unilatérale à la tête de la population? Eh bien, vous allez venir d'abord écouter votre population avant de prendre une décision à l'hémicycle. Et pour finir très rapidement, nous avons vu que le président Attikun a commencé par présenter certaines rigueurs. Il n'y a pas d'absence et pas de retard fantaisique. Et alors, allez-vous accepter cette rigueur ou bien vous allez commencer par le critiquer? Parce que nous n'aimons pas la rigueur au Bénin. Voilà, mais je crois que cette préoccupation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Doliko. 0197 61 85 80. Notre auditeur en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, comment vous appelez? Monsieur Adam depuis Akron, jeudi. Monsieur Adam, voici, allez-y rapidement. Je suis content avec honorable. Est-ce que vous avez une préoccupation, une question? Oui, j'ai une question. Allez-y. Ok. Voilà, quelques soucis avec cet auditeur. Nous avons quelqu'un d'autre au bout du fil, rapidement, avant d'aller du côté des messages. Auditeur, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Oui, comment vous appelez? Très bien, merci. Moi, c'est Émile Tovier-Si, on m'appelle depuis Agondozo. Monsieur Tovier-Si, allez-y. Voilà, je voudrais d'abord saluer cher honorable Koupé-Meji pour sa présence sur l'antenne. Et vraiment, moi, je voudrais d'abord leur promettre qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je prends un bout de papier, je vais écrire leur nom et déposer à l'hôtel où je fais la prière. Oui. Pour pouvoir donc faire la prière pour eux tous les jours que je fais. Parce que nous avons eu la chance de voir quelqu'un là qui vraiment est venu pour défendre les intérêts d'Accra Missérété en particulier. Et nous devons tous mettre ensemble pour l'accompagner aussi le conseil communal, comme il a toujours dit. Voilà donc la raison pour laquelle moi je suis venu. Merci beaucoup à vous et bon dimanche. D'accord, merci beaucoup. Nous irons du côté des messages. Bonjour, honorable. Je vous remercie infiniment pour vos efforts et que le Tout-Puissant vous accorde. Je rappelle aux amis auditeurs que ce n'est pas le numéro à appeler, le numéro du message, ce n'est pas un numéro à appeler, vous nous perturbez. Appelez le numéro de la radio. Je recommence. Bonjour l'honorable, je vous remercie infiniment pour vos efforts et que le Tout-Puissant vous accorde la santé robuste. J'ai une question pour vous et une doléance. Que pensez-vous réellement faire à la faveur de la jeunesse, à la jeunesse, de la commune d'Accra Missérété? La doléance. Je demanderai à vous et l'actuel conseil communal d'Accra Missérété de penser à la situation du village couvert qui est classé dernier dans l'arrondissement central, qui n'a ni voie, ni l'eau, ni électricité. Message signé par Koudagri et Nagnon Christian depuis Couvert. Un autre message rapidement. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour l'honorable, chers invités. Mes félicitations à vous pour votre élection, s'il vous plaît, honorable. Je n'ai pas de questions à vous poser, mais je voudrais que vous fassiez tout ce qui est de votre pouvoir afin qu'on dise, c'est sous l'honorable Louis Koupé-Meji que la commune d'Accra Missérété a eu des ministres, des directeurs de cabinet et surtout de la promotion de ses cadres. Ainsi, la commune vous sera reconnaissante. Vous me connaissez très bien et je connais aussi votre endurance et votre détermination. Que Dieu vous assiste dans vos nouvelles fonctions. Excellente mission parlementaire à vous. Enfin, très bonne journée dominicale à vous. Mathieu Bogun a envoyé ce message. Retour dans ce studio pour vous permettre d'apporter quelques tentatives de réponse. On n'a que 10 minutes pour faire le tour. C'est à vous. Merci beaucoup, M. Laurent. J'ai noté qu'il y a eu 6 auditeurs qui ont appelé et il y a eu 2 qui ont envoyé
des messages. Il y a beaucoup de messages, mais on a fait le tri. Allez-y. Vous avez fait le tri. Oui. Je voudrais au prime abord remercier tous les intervenants, que ce soit ceux qui ont appelé, que ce soit ceux qui ont envoyé des messages. Cela témoigne de l'intérêt que chacun de porte à la commune et à la vie publique. Je leur suis infiniment reconnaissant. Je voudrais ensuite leur dire merci pour les encouragements et les prières. Je voudrais particulièrement dire merci à M. Tovi ici qui a promis de m'accompagner de ses prières. J'en ai vraiment besoin. Et je voudrais demander à profiter de sa promesse à lui pour demander à toutes les populations, à toutes les forces vives de la commune de m'accompagner par la prière. Parce que qu'est-ce que vous pouvez sans force vous-même? Qu'est-ce que vous pouvez sans la santé? Qu'est-ce que vous pouvez si vous-même vous avez des soucis? Donc, ma foi est inébranlable. J'ai une foi solide et intacte dans le Seigneur. Et je sais que le Seigneur sera à nos côtés. Si tant est que nous voulons nous battre pour l'intérêt général, que ce n'est pas pour nos intérêts personnels. Et je voudrais profiter de votre micro pour prier pour que le Seigneur soit avec toute équipe communale aussi. Et tous les autres acteurs qu'on ne voit pas forcément, que le Seigneur protège chacun de nous et nous garde en forme. Je voudrais enfin dire à tous ceux qui m'ont donné des conseils, que les conseils sont bien reçus, entendus. Et je les ai bien notés et que je vais les synthétiser après et en tenir compte dans mes actions. Je promets à M. Nyohosu que je ne le changerai pas. Je ne le changerai pas. Je vais y travailler. S'il y a quelque chose à laquelle je veille, c'est vraiment qu'il ne faut pas que nos fonctions, qui, ma foi, sont des fonctions éphémères, ne puissent pas nous influencer au point de nous transformer, que nous devenions autre chose. Ce n'est d'aucun intérêt pour qui que ce soit. Et moi, particulièrement, j'y veille. Et je vais continuer à y veiller. Et c'est pourquoi je voulais demander à tout le monde, par exemple, que le roi, que personne ne peut reprocher, il sort avec de la merde sur ses habits. Je suis le fils de tout le monde à la promicité ici. Chacun doit pouvoir avoir accès à moi. Dans le même temps que vous nous encouragez, si vous nous voyez faire un mauvais pas, n'hésitez pas à attirer notre attention pour dire vraiment, frère, il faut faire attention à ceci. Le titre d'honorable ne nous dispense pas aussi des reproches. Avec amour et affection, qu'on puisse nous faire des observations. Ça va nous aider à nous améliorer. Le salut se trouve dans le plus grand nombre de conseillers. Enfin, je vais tenter réponse à ceux qui ont des demandes de réponse à ceux qui ont posé des questions. Merci à M. Eugène Ewagnon pour tous les caractéristiques dont il m'a abreuvé. Et il a souhaité qu'on puisse rencontrer les fuseurs d'opinion. Ça va se faire. Moi, je suis en train déjà de faire un travail en ce moment-ci. Depuis mon élection, je ne me suis pas opposé. J'ai su que c'est un nouveau départ encore pour moi-même. C'est un nouveau challenge. Et moi, j'aime planifier. J'aime écrire d'abord ce que je veux faire pour ne pas me tromper. Donc, je suis en train déjà de travailler. Tout ce qu'on a entendu pendant la campagne, moi, j'ai rencontré pratiquement toutes les couches socio-professionnelles, toutes les couches sociales. J'en ai oublié certainement d'autres. Et ce qu'on m'a dit, je notais tout. Et c'est ce travail de tamisage des préoccupations que j'ai en train de faire pour pouvoir les catégoriser. Il y a les priorités, il y a celles qui sont urgentes et tout. Et d'ailleurs, à l'occasion, j'ai parlé avec le maire et ses deux agents sur certaines questions que je ne voulais pas dévoiler ici. Je préfère les laisser eux-mêmes s'en occuper. Et donc, pour leur dire vraiment que nous allons rencontrer les gens, je profite pour répondre à ceux qui ont demandé à ce que notre travail législatif puisse ne pas oblitérer le volet consultatif. Nous allons consulter les populations. Moi, je l'ai promis, pendant que je faisais la campagne, j'ai promis aux populations que je ferai l'effort que au moins chaque 6 mois, rencontrer les leaders. Parce que je trouve personnellement moi-même frustrant et inconcevable qu'on vous confie un mandat. Je suis en train de critiquer personne, je parle de moi-même. Je trouve inconcevable qu'on me confie un mandat et que je prenne le mandat et que je disparaisse. Dans notre langue, on dit « Beïdoto ». Et quelqu'un, tu veux aller porter la voix de quelqu'un. Et il ne te voit plus. Tu portes finalement la voix de qui? C'est ça la problématique d'abord. Elle est existentielle, elle est essentielle même à la fonction.
Et c'est inhérente à la fonction. Donc moi, je fais cette promesse d'avoir un calendrier. Je ne veux pas dire tous les mois. Si quelqu'un veut voir, j'aurai un cabinet d'ici là. Okay. Et dès lors que, quand ça va être inauguré, je vais inviter vraiment les leaders pour qu'ils viennent à l'inauguration. Et on va avoir une plaque au bord de la voie qui indique que là, c'est le cabinet de l'honorable Coupé-Mendy. Et je vais avoir des jours où les gens passeront. Aujourd'hui, les gens m'appellent de toutes parts. J'aurais trop raison. Je suis leur représentant. Comment vous allez être représentant des gens et refuser qu'ils vous appellent, qui vous posent des problèmes? Voilà. Donc, mais nous allons mieux organiser ça. Sinon, le député, on va le tuer vite. Très jeune. Et donc, nous allons organiser cela. Je vais avoir un cabinet avec au moins un assistant qui sera là en permanence. On peut aller prendre rendez-vous. Et qui va pouvoir rappeler les gens pour dire, l'honneur vous reçoit tel jour. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, il y a des gens qui vous appellent et disent, je vous vois jamais, tout ça. Ils ont raison. Mais nous allons organiser cela. Sinon, ça va faire un peu une dispersion d'énergie, gaspillage d'énergie. Donc, je leur promets que quand tout ce dispositif, on va le mettre en place, on pourra les consulter. On pourra les recevoir aussi, ils vont pouvoir nous donner des conseils, nous donner leur avis sur des projets de loi ou des propositions de loi qui sont à l'Assemblée, pour que nous puissions avoir des éléments de langage aussi pour aller parler en leur nom, défendre leurs intérêts là-bas. Donc, voilà ce que je vais dire. Et puis, il y a quelques questions précises concernant le maire. Non, j'ai parlé avec lui. Il a promis que dans les prochains jours, vous allez commencer par le voir ici. Concernant le frère Nyohosu qui a déploré le fait qu'on n'a pas organisé au moins un simulacre de compétition entre les candidats pour l'élection du bureau nord. Vous savez ce que j'aime chez le gouvernement et au-delà de tous nos partis aujourd'hui, c'est la franchise. Voilà. Ouais, les deux partis ont dit que nous avons un accord de gouvernance. Un accord veut dire que vous êtes déjà accordé au préalable. Donc, si vous êtes déjà accordé pour dire voici celui qui sera président, celui qui sera premier secrétaire parlementaire, celui qui sera questeur, c'est tromper les populations que de venir faire du simulacre après en les mettant en compétition. Non, il y avait déjà des accords préalables. Donc, je crois que cette manière de faire qui a dû peut-être choquer certains parce qu'ils n'étaient pas habitués à voir cette forme de management. C'est du new management public. Hein. C'est une nouvelle manière de gestion qui évite le gaspillage du temps. Imaginez, moi, j'ai pas mangé le jour là. Tous 9 députés, je ne connaissais pas les règles. Je n'ai pas mangé avant d'y aller. On a dit 9h, tout a terminé pour 9h30. On a quitté là autour de 21h. Et regardez, c'est la méthodologie. Si on devait organiser cette confrontation un peu factice et hypocrite là, on allait se retrouver par la main à 3h, 5h, 6h du matin. On aurait gaspillé du temps pour rien, alors qu'on sait ce qu'on veut déjà. Donc, c'est la conséquence directe de l'accord de gouvernance. Et je veux dire que là où les partis politiques veulent nous amener aujourd'hui, c'est de prendre des décisions de façon consensuelle. Voilà. Ça, c'est important. Et c'est important pour le développement. Parce que quand on organise les confrontations, on sort de là avec des amertumes, des colères inutiles, et c'est ça qui est souvent à la base des problèmes. Donc voilà un peu, que pensez-vous faire à la jeunesse? Ah non, pour la jeunesse est au cœur de mes actions. Vraiment, si j'aurais des questions orales à adresser au gouvernement, ça va être lié aussi par rapport à la situation de la jeunesse. Et je promets quelque chose en tant que député. Un député n'a pas beaucoup de moyens, bien entendu, n'a pas un budget, mais je vais faire des choses personnelles, vraiment, pour répondre à pouvoir honorer des promesses que j'ai fait pendant la campagne. J'avais promis aux jeunes que j'organisais des formations à leur profit, parce que notre jeunesse aussi a besoin d'être formée. Donc, je ferai venir des experts dans la commune et on va informer les jeunes à l'avance, on va les cibler avec les critères d'inclusion et nous allons les former, nous allons les appuyer, nous allons essayer de faire de lobbying, de plaidoyer en leur faveur pour que ceux dont on peut défendre les CV à un niveau donné, on puisse le faire. Voilà. Et si on a la grâce de négocier aussi un poste de ministre pour quelqu'un dans la commune, quand le nouveau gouvernement se mettra en place, nous n'hésiterons pas à le faire parce que le ministère en a besoin. Quand une commune a de ministres, nous savons ce que cela peut être comme plus-value pour cette campagne. Je crois que j'ai répondu pratiquement à toutes les questions. Pour cette préoccupation qui est spécifique à Couvert, je crois que vous allez en discuter avec le Koudagri, je le connais, c'est un de nos militants. Je profite pour saluer, pour lui dire merci. Il fait beaucoup battu pour nous à Couvert. Et nous allons faire ce que nous pouvons au mieux. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. En guise de conclusion, qu'avez-vous à dire à vos concitoyens, à vos militants qui ont pris du plaisir à vous écouter? D'abord, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité. Et toute équipe
de Radio GDS. Je crois que vous m'avez adopté parce que quand je viens, l'accueil est très chaleureux et je suis très reconnaissant pour cela. Ensuite, dire à nos populations que pendant la campagne, nous les avons écoutés, nous les avons entendus. Et nous savons que les attentes sont là, nombreuses, complexes et fortes. Je voudrais leur dire que nous ne dominerons pas sur leurs préoccupations. Je me définis personnellement, au-delà des titres enfants, d'honorables, de députés et tout. Je voudrais personnellement, ça c'est Louis Coupe-Medi qui parle, je voudrais me définir comme le serviteur de la République, comme le serviteur de la nation, comme le serviteur des populations. Quand vous êtes serviteur, ça veut dire que vous avez un employeur. Mon employeur, c'est cette population de la 20e circonscription qui nous a fait confiance. Et nous allons faire du mieux en traduisant leurs préoccupations en actes concrets. Et je leur demande de nous porter, de continuer à nous faire confiance. Il peut y avoir par moments quelques mal-donnes, de faire preuve aussi de patience et de compréhension avec nous. Parce que vous savez, aujourd'hui, les partis sont organisés de telle sorte que les individus se fassent. Au-delà de ce que nous voulons, il y a ce que le parti veut. Et le parti est au-dessus des membres. Et moi, en tant que quelqu'un de rigoureux, quelqu'un d'intègre, d'excellent, je ne ferai rien non plus qui soit contraire au parti. Ça, je voudrais le dire pour que les populations me comprennent. Je veux être très attentif vis-à-vis des populations, mais au-delà aussi, il y a le parti qui est là et à qui nous devons loyauté, nous devons discipline. Nous devons respecter les décisions du parti. Même si c'est des mauvaises décisions, moi, je suis obligé d'abord de respecter, quitte à l'interne, attirer l'attention pour que le parti corrige le tir. Donc vraiment, je voudrais les inviter à faire preuve de patience et de compréhension à notre endroit. Et je crois que le reste, nous confions tout ça à la grâce et la faveur divine. Parce que qu'est-ce que nous pouvons en tant qu'humains? Rien du tout. Voilà. Tout ce que nous voulons, si nous avons de la volonté, Dieu nous accompagne toujours. Ma prière est que le Seigneur continue de nous accompagner et pour que tout aille bien pour la commune. Merci beaucoup à vous.